Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. J-2 avant la WWDC 2026, le plus grand événement Apple de l'année. Lundi à 19h, Tim Cook dévoilera iOS 27, macOS 27 et toutes leurs déclinaisons. Cette année plus que jamais, Apple est attendu au tournant dans un domaine bien particulier, l'intelligence artificielle. Alors, quelles sont les dernières rumeurs et quels sont nos espoirs ? On va en discuter avec Christophe. Dans cette émission, on va également parler de Nvidia qui veut reproduire le succès des puces Apple Silicon dans les PC, de la plateforme de partage d'abonnements Split lourdement condamnée et d'Apple France rattrapée par le fisc. Nous sommes le samedi 6 juin. Voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Dernier week-end de répit pour les fans d'Apple. Lundi soir, je suis sûr qu'une bonne partie d'entre vous va se jeter sur la première bêta d'iOS 27 pour découvrir ses nouveautés et ses bugs. Salut Christophe, ça va ? Bonjour Stéphane, oui, j'entends déjà Nicolas râler à propos des bugs, surtout que on va avoir l'impression que c'est une mise à jour qui est orientée comme ça sur la stabilité, on va revoir les fondations, tout ça. Et ben souvent ces mises à jour-là, ce sont pas forcément les plus stables à l'instant, on va dire 0, parce qu'évidemment quand tu cherches à faire des travaux dans les fondations, et ben au début, il y a des petits dégâts. Et toi, ça va ? Ça va bien, ouais. Est-ce que tu as rassemblé tous tes appareils du coup en vue des bêtas de lundi là ? Eh ben écoute, il y a encore ces promotions sur les iPad Air M3 qui sont à moins de 5 €, ça commence vraiment à devenir tentant. Voilà. Non, mais oui, j'ai un petit iPhone et normalement une petite Apple Watch pour au moins installer iOS 27 et WatchOS 27 assez rapidement. Le Mac, on va dire traditionnellement, j'attends toujours un petit moment parce que voilà, c'est un petit travail quand même, oui. Ouais, voilà, des fois on s'en sert un petit peu, voilà, donc voilà. Alors plongeons dans l'actualité. Donc je l'ai dit, la semaine prochaine se tiendra la grande conférence d'Apple dédiée aux développeurs mais aussi aux utilisateurs. Donc on attend évidemment iOS 27, macOS 27, WatchOS 27, etc. Mais on attend aussi une nouveauté transversale, le nouveau Siri, qui avait été promis il y a 2 ans déjà. Pour rendre enfin son assistant plus intelligent, on sait qu'Apple a dû appeler à la rescousse Google. Ce partenaire va fournir les modèles d'IA sous-jacents, voire l'infrastructure serveur également. Si on prend le système un par un, donc iOS 27 pourrait faire plus de place aux IA de tierce partie, comme Gemini ou Claude. macOS 27 serait une version à la Snow Leopard, centrée sur les optimisations de performance. Et WatchOS 27 pourrait notamment bénéficier d'une mesure de la fréquence cardiaque plus précise. Alors, quels sont les espoirs que tu places dans cette WDC, Christophe, et est-ce que tu penses qu'il y aura du matériel ? Alors d'abord, j'ai une petite question. Est-ce que ça compte comme matériel la nouvelle gourde d'Apple qu'on a vue à l'Apple Visitor Center ? Ça compte pas, mais je suis sûr que s'ils vendaient ça en ligne, ça ferait un carton. Mais Et le pull non plus ? Et le pull non plus. Mais c'est des petites exclusivités, effectivement, pour ceux qui ont la chance de se déplacer à l'Apple Park. C'est toujours sympa. Je crois que c'est plutôt mal barré, alors pour être honnête, même si j'aimerais bien, ça serait l'occasion de présenter ces nouveaux Mac Mini et ces Mac Studio. C'était même peut-être sans doute le plan original d'Apple, peut-être que ça le sera, mais j'ai quand même l'impression qu'avec la crise des puces qu'on traverse actuellement, je suis pas très très optimiste à ce niveau-là. Et tu crois pas non plus à l'Apple TV et au HomePod Mini qu'on attend depuis longtemps là ? Non, ça on l'a toujours expliqué maintes et maintes fois, il faut le nouveau Siri. Ouais. Alors je veux bien qu'on nous le présente lundi, mais de là à nous dire que dès lundi, voilà, il est finalisé, vous pouvez l'utiliser. Non, je n'y crois pas. Donc voilà, après, voilà, maintenant la question de se poser, c'est est-ce qu'on sera en mesure de vraiment juger les annonces de la WDC la semaine prochaine, voilà, dans une semaine quand on fera ce podcast. Parce que ce point-là m'embête un petit peu, parce que donc là, pendant des mois, on a vu ce que la concurrence faisait, notamment en matière d'intelligence artificielle, et on aura donc un avant-goût de ce que seront iOS 27, macOS 27 et toute la clique. Le souci, c'est qu'il y a quand même ce précédent 2024, donc où Apple nous a fait des démonstrations. Et puis, voilà, j'imagine que la semaine qui suivait la WDC, on dit c'est très bien, Apple est sur de bons rails en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Il y a plein de choses qui sont
très intéressante. Mais voilà, 2 ans plus tard, eh ben, il y a certaines choses qu'on attend toujours et qui n'existent toujours pas. Donc ça pose la question de qu'est-ce qu'il y aura dans les bêta 1? Est-ce qu'on aura dès le début un avant-goût du nouveau Siri où Apple nous dira oh mais on va mettre ça plus tard dans une bêta prochaine d'iOS 27 et macOS 27, ce qu'Apple fait très régulièrement. Il y a des nouveautés qui arrivent toujours pas forcément le premier jour et qui arrivent soit pendant l'été, soit même un peu plus tard. Donc c'est ça, il y a toutes ces interrogations-là et voir, parce que là, le problème, c'est que on est à un stade où on ne peut plus croire à des promesses. Là, il faut du concret, vraiment voir. Ouais. Donc voilà. Et puis, on va ajouter un deuxième point, c'est comment on va juger, nous, ces nouveautés d'Apple, si une partie d'entre elles, Apple nous dit clairement, ah non, ça sera pas pour l'Europe tout de suite, ou ça sera vraiment pas à court terme. Imaginons qu'on nous dise ah bah oui, bah le nouveau Siri, oui, il va arriver, alors il sera disponible uniquement en anglais, et puis bah rendez-vous en 2027 pour la version française et les autres versions, et en espérant que on finisse par trouver un accord avec l'Union européenne. Parce qu'on peut rappeler que c'est ce qui s'était passé avec Apple Intelligence. Les fonctionnalités d'intelligence artificielle étaient arrivées en premier lieu aux États-Unis à l'automne 2024, 2024, oui. Et puis c'était arrivé au printemps 2025 en Europe. Ouais. Voilà. Et alors, il y a quand même des choses qui sont assez intéressantes de ce que disent les rumeurs, en tout cas. C'est, en tout cas, il y a une volonté d'Apple par rapport à l'intelligence artificielle de proposer des choses qui sont très pratiques. Je prends 2-3 exemples. Il y a une rumeur qui dit que si tu as une carte de fidélité, tu la prendras en photo et boum, elle sera, tu auras son équivalent numérique dans Wallet. Est-ce que c'est même de l'intelligence artificielle? Ça, je suis pas sûr, tu vois, c'est juste... Non, mais c'est de l'intelligence artificielle, elle peut pas forcément intelligence artificielle générative, mais voilà. Il y a la même chose, c'est aussi, le côté, entre guillemets, très utile, c'est, tu as une addition, tu veux la partager avec tes copains, tu prends une photo et ça se fait automatiquement. On va voir si ça marchera chez nous, ça c'est encore une autre question. Mais en tout cas, a priori, il y a quand même une volonté d'Apple que l'intelligence artificielle s'immisce dans notre vie courante. Et ça, c'est pas forcément quelque chose que les autres ont toujours en priorité. On reste toujours dans des choses assez virtuelles lorsqu'on parle d'IA. Et puis pour finir, alors on parle d'enjeux. Moi, il y a des questions, quelques questions comme ça qui sont en suspens. Donc, ce qui va être intéressant en tout cas de juger, c'est le bond d'Apple en matière d'intelligence artificielle. Je me souviens que lorsque Apple a présenté Apple Intelligence, on s'est dit, dès qu'Apple va présenter ça assez rapidement, ça va avoir le coup d'avoir un iPhone compatible Apple Intelligence. Il faut dire que c'est pas le cas, même si avec iOS 26, Apple a commencé à rajouter des choses, notamment en matière d'autonomie, tout ça. Alors, est-ce que l'ajout des nouveautés qu'on va voir la semaine prochaine, j'imagine que la plupart d'entre elles nécessiteront Apple Intelligence, alors est-ce que les gens vont se dire ah ouais, là, ça vaut peut-être vraiment le coup d'avoir un téléphone compatible Apple Intelligence, parce que là, certes, je vais passer à iOS 27, mais je vais passer à côté de beaucoup de trucs. Donc voilà. L'autre point par rapport à l'intelligence artificielle, c'est est-ce qu'on va avoir une stratégie claire d'Apple, dire on veut aller là, c'est c'est la route qu'on va utiliser, ou est-ce qu'à l'inverse, on va avoir le droit à des grands poncifs qui vont nous dire oui, l'intelligence artificielle est faite pour être au service de l'être humain, pour l'assister, pas pour le remplacer, patati patata. Les discours assez basiques et habituels qu'on a de la part d'Apple. On en a parlé. Pour moi, l'autre point qui va être relativement important, c'est quand même la profondeur du toilettage des systèmes d'exploitation. Est-ce que c'est vraiment une volonté d'Apple de dire là, ça fait quelques années, on y a été très très fort au niveau des nouveautés et on n'a pas pris le temps de s'attaquer aux fondations, ou c'était un discours un petit peu marketing pour dire voilà, on est vraiment focalisé sur l'intelligence artificielle et le reste on met ça en pause. Et donc, on verra les gains potentiels, notamment, que vont apporter ces optimisations-là. Est-ce qu'il y aura des gains est-ce que les systèmes seront plus économes en mémoire vive? Mark Gurman a souvent parlé de gains d'autonomie avec iOS.
Moi, j'aimerais bien que ces gains, on les retrouve également dans WatchOS. Bref, on verra. Bah là, ils pourraient y aller à fond, hein, parce que ça sera la première version qui sera pas compatible avec les Mac Intel. Donc, Oui, on peut espérer. oui, ça c'est vrai Ouais. que c'est. Et puis il y aura peut-être déjà, ils vont nous dire, mais ça c'est. Ah, le macOS prend un peu moins de place, par exemple, ce genre Voilà. de choses. Rien que ça sera bien. Ouais. Voilà. Et puis après, il y a toujours une partie qui est relativement assez intéressante, c'est lorsqu'il parle, parce que les rumeurs finalement en parlent assez peu, c'est les nouveautés sur moi ce que j'appelle les systèmes d'exploitation périphériques. Il y a souvent un petit laïus sur tvOS par exemple. Là, je crois qu'il y a à peu près aucune rumeur sur tvOS à l'instant où on se parle. Bah, il y a eu la nouvelle fonction d'accessibilité qui va permettre de changer la taille des sous-titres. Bah, rien que ça, C'est vrai, ouais. ça va être un truc bien. Mais j'espère qu'il y aura un peu plus quand même Oui, oui, que bien ça. sûr. On espère un peu plus, mais ça, c'est quand même une nouveauté que je trouve significative. Voilà, et puis Apple passe beaucoup de temps. Enfin, on sent que maintenant que c'est un passage obligé à la WWDC, c'est de parler des AirPods. Alors là, évidemment, avec le nouveau Siri, ça va être plus que enfin, ça va être intéressant de voir comment les nouveaux Siri vont exploiter les AirPods, et est-ce qu'il y aura entre guillemets d'autres nouveautés, d'autres gestes ou je ne sais quoi. Donc voilà, ça, donc comme je disais, l'OS des HomePod, hein, parce que là aussi on parle, enfin tu parlais des futurs HomePod mini qui pourront arriver on va dire à l'automne. Mm. Et voilà, et puis évidemment, c'est ça, on va tous s'amuser à ça, c'est qu'une fois que tout sera présenté, est-ce qu'on aura des indices qui font référence à des nouveautés matérielles qui sont censées arriver prochainement, c'est-à-dire que est-ce que on va pouvoir se dire ah ça peut être pratique pour l'iPhone Ultra, Mm. ou ah ce truc-là dans macOS c'est peut-être un signe où il y a cette petite chaîne de caractères qui laisse penser qu'il y aura une déclinaison tactile de macOS qui va apparaître comme par magie d'ici quelques mois. C'est possible, c'est le cas chaque année. On voit qu'ils mettent en place généralement des choses pour les futurs appareils. Et moi, j'ai juste une petite demande auprès d'Apple, une demande qui date de longtemps, c'est du multi-utilisateur sur iPad. J'y crois pas trop, mais voilà, c'est mon vœu pieux de chaque année. Ceci dit, c'est le point que j'ai peu évoqué, et c'est effectivement qu'est-ce que Apple va faire avec iPadOS, sachant que même si l'iPad se porte plutôt pas mal en termes de nouveautés matérielles, je sais qu'il y a l'iPad mini qui va arriver tôt ou tard, mais c'est quand même pas d'un point de vue matériel, 2026 sera pas un grand cru. Donc en théorie, peut-être que Apple va jouer la carte logicielle pour rendre ces tablettes encore un peu plus sexy, surtout qu'elles vont en avoir besoin, parce que bon, sur certains marchés, elles font face désormais au MacBook Neo. Et oui, ouais. Donc là aussi, ce sera quelque chose d'intéressant à suivre et à surveiller. On va passer à une grande annonce qui a eu lieu cette semaine. C'était à l'occasion de Computex. Nvidia a dévoilé la puce RTX Spark pour les PC. Alors ce n'est pas juste un GPU, c'est un système sur puce complet qui est basé sur l'architecture ARM. Cette plateforme pourra avoir jusqu'à 20 cœurs CPU et 128 Go de RAM. Nvidia promet aussi d'excellentes performances dans ces deux spécialités que sont les jeux vidéo et l'IA. Alors contrairement au très énergivore GeForce haut de gamme, la puce RTX Spark est pensée pour s'insérer dans des ordinateurs portables et de petits ordinateurs de bureau, un peu comme les Mac mini. Et les premières machines sont attendues pour cet automne. En fait, Nvidia veut en quelque sorte reproduire le succès des puces Apple Silicon dans les PC, en offrant un véritable gain de performance et d'autonomie. Est-ce que ça peut marcher d'après toi ? C'est une bonne question. En tout cas, c'est passionnant ce qui se passe dans le camp d'en face. Ça bouge enfin, parce qu'il y a eu quand même, on va dire, la petite révolution Apple Silicon au début des années 2020. Oui. Puis de l'autre côté, il ne s'est pas passé grand-chose. Alors, en partie parce que sur la partie Windows ARM, Microsoft avait un contrat d'exclusivité avec Qualcomm. Donc forcément, ça, niveau concurrence, c'était pas ce qu'il y avait de mieux. Et là, tout d'un coup, Nvidia, alors il y a eu coup sur coup beaucoup d'annonces, hein. Il y a d'abord eu Qualcomm qui a présenté, qui sent, je pense, le boulet venir, qui a présenté sa nouvelle plateforme Snapdragon C, et qui promet des PC à 400 ou 500 euros capables de concurrencer le MacBook Neo, qui est quand même un sujet pour l'industrie du PC à l'heure actuelle. Et d'ailleurs, on le voit, les ventes
On parlerait maintenant de plus de 10 millions d'unités pour 2026. C'est quand même considérable pour une machine qui n'existait pas il y a encore quelques semaines. Donc, Qualcomm cherche, entre guillemets, à occuper l'entrée de gamme, et Nvidia fait pour l'instant l'exact opposé. Et ce qui est intéressant avec Nvidia, c'est que quelque part, elle propose des PC modernes, dans le sens du MacBook Pro. Alors, je suis un petit peu mal placé pour en parler, parce que je n'utilise pas forcément, je suis pas un gros consommateur de PC portables, et j'ai du mal à voir qu'est-ce que l'état de l'art en termes de PC... de PC portables haut de gamme. Enfin, j'ai toujours l'impression que c'est toujours un peu la même ritournelle, c'est que c'est des machines qui sont assez puissantes, mais dès que tu as l'idée d'enlever l'adaptateur secteur, Oui. la batterie fond comme au soleil. Non, c'est toujours le cas aujourd'hui. Ouais. Donc voilà. Alors, la démarche de Nvidia, moi, je la trouve hyper intéressante, donc, parce qu'en fait, elle ne cherche pas à concurrencer le MacBook Neo, mais elle cherche à concurrencer au contraire le haut de gamme et surtout le MacBook Pro. Et c'est plutôt futé, parce que autant les marges sur des ordinateurs à 400 €, 500 €, 600 €, ou même les MacBook Neo quand tu t'appelles Apple, c'est pas des super marges, tandis que là, on parle d'un marché qui est juteux, avec donc des PC qui sont vendus plusieurs milliers d'euros, des configurations haut de gamme, gavées de mémoire, et pendant des années, en tout cas dans le marché, dans le monde du PC, il y avait le PC gamer, c'était un petit peu le PC ultime, et c'est ça qui tirait la croissance et qui faisait de la marge. Alors, il y a toujours peut-être, enfin je sais pas où c'en est exactement, mais là on sent que la prochaine, la prochaine machine à la mode, ça va être le PC ou le Mac dopé à l'intelligence artificielle. La machine qui est capable de faire tourner des modèles de langage en local, qui est fort en IA agentique et tout ça. Et, enfin, on l'a déjà évoqué, hein, Apple connaît un certain succès avec ses Mac mini et le Mac Studio, et Nvidia cherche vraiment à se positionner dans un premier temps sur ce segment-là. Et ce qui est d'ailleurs assez intéressant, on l'a peut-être pas assez évoqué quand on a traité l'actualité, parce que nous, on a vu ça avec, on va dire, le prisme Apple et le prisme Apple Silicon. Une grande partie de la démonstration des performances de ces machines-là, c'était autour de l'intelligence artificielle. Donc, ce qui est intéressant, c'est que Nvidia, c'est quand même maintenant la plus grosse capitalisation boursière au monde. Ils ont un poids qui est sans commune mesure dans l'industrie du PC. Donc, son idée, c'est on s'attaque avec le haut de gamme, on fait notre petit trou, on force... ils ont en tout cas le soutien de Microsoft pour accélérer sur le passage à l'architecture ARM. Ils ont été voir de nombreux éditeurs, et a priori, ils font tout un pressing pour qu'ils accélèrent leur transition vers cette architecture-là. Il y a eu quelques annonces à ce niveau-là, notamment avec Adobe. Ils ont réussi à convaincre des constructeurs à faire des PC ARM, mais il y a quasiment tous les grands constructeurs, et il y a même Microsoft qui fera une Surface Ultra. Bref, il y a une vraie stratégie qui est intéressante, il y a un puzzle qui est en train de se mettre en place. Et autant jusqu'à présent, on pouvait être dubitatif sur l'avenir, on va dire, la percée de l'architecture ARM dans le monde Windows, autant là, le moins qu'on puisse dire, c'est que Nvidia se donne les moyens de réussir. D'ailleurs, on peut même se demander pourquoi elle fait ça, parce que en 2026, le marché du PC, c'est quand même pas grand-chose, même si tu vois ça, même si tu compares ça avec le marché du smartphone, c'est en train de devenir... Mais bon, je pense qu'il y a sans doute un enjeu de prestige. Et puis, je pense que Nvidia cherche... malgré tout, ça peut être un petit relais de croissance. Alors, moi, je pense que ça va faire bouger les lignes, c'est évident. Mais à quel point, c'est la question, parce que autant chez Apple, c'était une volonté, on va dire, politique, il faut que l'architecture Apple Silicon s'impose et qu'on fasse la transition en 18-24 mois. Quelle est la véritable volonté de Microsoft à ce niveau-là? Ça, c'est une grande interrogation. On va maintenant passer à une actualité judiciaire. Vous connaissez peut-être Split. C'est une plateforme qui permet de partager son abonnement à Netflix, Disney+, ou Apple TV avec d'autres utilisateurs afin de diviser la facture. C'est donc une façon de faire des économies alors qu'on a parfois plusieurs profils de libre sur ces abonnements. Mais ça ne plaît pas du tout aux services de streaming qui ont attaqué en justice la plateforme.
Et en fin de semaine dernière, le tribunal a estimé que Split avait commis des actes de concurrence déloyale, de contrefaçon de marque et même de complicité de violation des conditions générales d'utilisation. Alors l'entreprise est condamnée à verser à Apple, Disney et Netflix une provision totale de 785 000 euros en attendant une évaluation plus fine des préjudices. Split va faire appel, mais est-ce que tu penses qu'ils peuvent s'en sortir? Alors, j'ai 2-3 questions d'abord. Télécharger en 2026 des MP3 sur Napster, je sais pas si ça existe là ou ailleurs, Napster, c'est légal ou pas? ah bah non, non, c'est pas légal, non. Non. Et je peux toujours pas utiliser mon client torrent que j'utilise toutes les semaines pour télécharger les dernières distributions Linux que j'utilise pas. Je peux toujours pas m'en servir pour télécharger des films. Non plus. Je crois que j'ai répondu à ta question. Voilà. Non, mais le côté famille, ça peut pas passer. Enfin, je veux dire, il faut avoir une dose de bon sens. Je veux bien qu'on joue avec les zones grises, mais voilà qu'un inconnu qui est à 300 km de chez soi et avec qui on puisse partager le coût d'un abonnement. Moi, j'aime bien l'idée en tant que consommateur, mais là, non. Enfin, à un moment donné, il y a des règles et des règles de base. Je pense pas que ça, voilà. Alors, de mon point de vue, leur seule chance qu'ils ont, c'est de capitaliser sur leur marque et de pivoter sur un autre business model. C'est d'arriver à travailler avec des services consentants pour faire, par exemple, un panaché de services et obtenir une réduction. Je prends un exemple, c'est-à-dire... Tu parlais de Napster, c'est justement ce qu'ils ont fait. Napster, à l'origine, c'était une plateforme illégale. Et puis après, c'est devenu un service de streaming légal, quoi. Ouais, voilà. Mais c'est de se dire, bon, par exemple, tu prends... je vais faire un peu de pub, mais imaginons que tu prennes... je sais pas, un abonnement à Spotify, un abonnement à NordVPN et un abonnement à MyCanal, et tu fais ça via Split et tu obtiens 10 ou 15% de réduction. Voilà, il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là. Mais non, je crois que c'est un peu une voie sans issue, quoi qu'ils en disent. Ils sont assez... dans leur communication, ils veulent nous faire croire qu'ils sont pas abattus, mais je suis assez pessimiste pour eux. Il y a eu d'ailleurs, c'est assez intéressant, cette même semaine, une étude parue sur les habitudes de Français en matière de services en ligne. Donc en 2025, oui, les Français ont dépensé en moyenne 41 euros dans des services en ligne. C'est un chiffre qui est en baisse de 8 euros par rapport à l'année précédente. Alors, est-ce que c'est grâce à Split? J'en sais rien, j'en doute un petit peu. Et voilà, il y a, ceci dit... un point qui est assez intéressant, qui revient assez fréquemment dès qu'il y a des études sur les habitudes des Français concernant les services et qu'on fait une comparaison avec d'autres pays européens, c'est qu'on est abonné à moins de services. C'est 3 abonnements en moyenne pour la France, contre quasiment 4 en Allemagne et 5 au Royaume-Uni. Et notamment, je me souviens d'une étude qui parlait vraiment sur les services de musique en streaming, où le Royaume-Uni avait par exemple une avance considérable en termes de... enfin, c'était beaucoup plus répandu que chez nous en France. Il y a ce côté-là où on est bizarrement un petit peu en retard et j'ai du mal à m'expliquer. Je me demande si c'est pas en partie lié à Canal+, qui a, depuis ces dernières années, joué un rôle d'agrégateur de services. Par exemple, avec Canal+, maintenant, tu as Apple TV qui est inclus. Donc, moi, par exemple, j'ai un abonnement Canal+, je ne vais pas m'abonner à Apple TV à côté, puisque j'ai déjà ça dans Canal+. Donc, je me demande si c'est pas un peu lié à ça aussi, quoi. Possiblement, mais alors après, c'est vrai que la question est de savoir comment ce calcul est fait. Oui. Là, il y a un problème de méthodologie. Ouais. Parce que ce à quoi je pourrais te répondre, oui, mais en Allemagne, au Royaume-Uni, ils ont aussi des plateformes de type Sky où j'imagine tu dois pouvoir cumuler les abonnements. Ouais. Et même chez les opérateurs, il est assez fréquent via ton opérateur où que tu puisses t'abonner, on va dire, soit à Deezer, soit à Netflix, par exemple. Donc je sais pas, mais c'est très intéressant en tout cas. Ouais. Et on va terminer le tour de l'actu avec une autre histoire de gros sous. Selon le site L'Informé, Apple a fait un gros chèque de 212 millions d'euros au fisc français. C'est un montant qui sert à mettre fin à un contrôle fiscal, alors qu'Apple employait des techniques d'optimisation fiscale contestées par Bercy. C'est quoi l'entourloupe d'Apple, Christophe ? Non, Apple a fait juste une petite erreur sur impôts.gouv à un moment donné. Ils ont coché une case qu'il fallait pas. Ah, c'est juste ça. Ouais, donc il y a un non-événement. Non, de toute façon, l'idée est toujours la même, c'est de... Enfin, je me place...
je me mets à la place d'une multinationale, voilà. Tu te fais de l'avocat du diable, alors. Oui, voilà, je suis. Donc l'idée, c'est quand même de payer l'impôt où il est le moins cher. Je spoilais personne, mais je crois que c'est pas en France. Donc voilà, donc l'idée, la stratégie, c'est d'avoir des filiales qui sont relativement faibles. Voilà, Apple France en 2025, c'est 233 millions d'euros de chiffre d'affaires. Comment dire, c'est peanuts par rapport à ce que Apple réalise au niveau mondial. Mais c'est, je sais pas si c'est normal, mais ça s'explique par le fait que Apple France, c'est uniquement le marketing et le support à la vente de produits et de services. Donc, ce que fait tout simplement Apple France, c'est qu'elle facture à Apple Europe, à sa maison mère, ses coûts de fonctionnement et y ajoute une marge commerciale. Apple Europe, qui se trouve en Irlande, où les taxes sont beaucoup moins élevées. Alors, pour les États, et c'est notamment le cas pour l'État français, c'est de savoir quelle est la partie du bénéfice qui a été réalisée effectivement sur son territoire. Et donc, pour le dire simplement, c'est ce calcul de la marge qui fait l'objet d'un débat entre Apple et le fisc. Alors on imagine que chez Apple, on voit que cette marge est très faible, et chez le fisc, on imagine bien volontiers qu'elle pense que c'est beaucoup plus élevé que ce qu'Apple évoque. Donc, tous les deux structures ont passé un accord à l'amiable, à la fois pour régler les contentieux passés, et donc s'entendre sur un pourcentage pour les années à venir. Donc c'est ce qui a donné lieu à ce petit redressement de... c'est quoi ? C'est 212 millions d'euros. La seule chose qu'on peut ajouter par rapport à tout ça, c'est que c'est un procédé qui est de plus en plus courant, parce que j'imagine qu'à un moment donné... j'imagine que Bercy fait son travail au mieux, mais à un moment donné, c'est quasiment mission impossible de se dire, voilà... là, on va prendre un exemple bête, mais voilà, sur un iPhone qui est vendu 800 € ou 900 €, quelle est la part du bénéfice qui est fait en France ? Là, à un moment donné, c'est quasiment mission impossible. Eh bien, merci pour ce retour sur l'actu, Christophe, et bon week-end. Bon week-end, repose-toi bien, parce que j'ai l'impression que la semaine prochaine, c'est quand même l'une des semaines les plus agitées de l'année. Je te confirme, ouais, mais tu sais très bien Bon aussi. week-end à tous, et je pense que le prochain épisode de Sortie de Veille risque d'être un peu long. Ouais, mais en tout cas, on vous donne rendez-vous lundi à 19h sur lekeynote.fr, comme d'habitude, pour suivre en direct la conférence Apple et le lancement d'iOS 27, macOS 27, etc. Donc, ne manquez pas le rendez-vous lundi 19h sur lekeynote.fr. Et puis, évidemment, après ça, on débriefera toutes les nouveautés tout au long de la semaine sur Mac Génération, iGénération et Watch Génération. Et puis, on fera aussi un débrief la semaine prochaine sur Sortie de Veille. Salut à tous, à la semaine prochaine.